Alors, aujourd'hui, on va parler de la Shnat Istaglout, mais c'est entre autres, parce que pas tout le monde peut bénéficier de cette année d'adaptation. Donc, on va commencer déjà par qu'est-ce qu'une Shnat Istaglout. Alors, l'année d'adaptation en Israël, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. C'est une procédure qu'il faut faire dans les 3 mois d'Aliyah. Donc, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en Israël, vous avez eu votre Teudat Olé, comme je l'ai dit dans le précédent webinaire, je rappelle quand même pour ceux qui n'étaient pas là, la date d'Aliyah à partir de laquelle on commence à être considéré comme Olé Hadash par rapport à Israël, c'est la date qui est inscrite sur la Teudat Olé. Donc, vous allez faire votre Aliyah, vous allez recevoir une Teudat Olé. Sur la Teudat Olé, il y aura marqué Ta'arich Kabbalat Ma'amad, c'est-à-dire date à partir de laquelle nous avons reçu le statut de Olé Hadash. Et c'est cette date, c'est très important de regarder cette date et non Ta'arich Anpaka, date à laquelle ils ont imprimé votre Teudat Olé. Parce que souvent des personnes redemandent une Teudat Olé en 2020, alors qu'ils avaient fait leur Teudat Zeut en 2014, donc leur Teudat Olé. Et on va voir Ta'arich Anpaka, donc date d'impression de la Teudat Olé 2020, alors que le Ta'arich Kabbalat Mahamad, donc la date à partir de laquelle ils ont reçu le statut de Olé Hadash, c'était 2014. Donc pour les impôts, ce qui compte, c'est Ta'arich Kabbalat Mahamad. Mais c'est important que je commence par ça parce qu'on va y revenir un petit peu après pour ceux justement qui ne pourront pas bénéficier de cette année d'adaptation. Donc l'année d'adaptation. Donc comme je vous ai dit, à partir du moment où on fait la LIA, aux yeux de l'administration fiscale, je précise que tout ce que je dis, c'est par rapport à l'administration fiscale israélienne. Je ne parle pas des avantages que vous pouvez recevoir en tant avec le ministère de l'Aliyah, avec le ministère de l'Aliyah, de l'intégration, etc. Là, je parle vraiment des avantages fiscaux. Donc, l'année d'adaptation, si vous venez en Israël, vous avez reçu votre Teudat Olé, vous avez fait votre Aliyah, et là, beaucoup de personnes appellent la prochaine Aliyah qui va arriver un peu une Aliyah par peur. Il y a eu d'ailleurs énormément de dossiers d'Aliyah qui sont ouverts après les élections. Il suffit qu'il y ait des petits incidents en France ou même une guerre en Israël ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à vouloir faire leur Aliyah. Mais souvent, dans certains cas, malheureusement, c'est même pas mal de personnes retournent en France. Ils n'ont pas réussi à s'adapter en Israël. Et le problème lorsqu'ils retournent en France, et moi j'ai vraiment assisté, donc ça fait plus de 16 ans que je travaille dans ça, moi j'ai constaté très souvent que des personnes avaient essayé de faire une Aliyah, par exemple, en 2014, en 2015. Ça s'est pas fait. Pendant le Corona, ils ont obtenu ils sont revenus un petit peu plus en Israël, etc., etc. Et en fin de compte, ils viennent concrètement s'installer en Israël en 2022. Mais Israël, elle regarde toujours la date qui est inscrite sur la Teudat Olé. Donc, même s'ils sont repartis habiter en France, par rapport à Israël, il y a une ambulance. Ah oui, c'est bien. Par rapport à Israël, l'administration fiscale, elle ne voit pas combien de temps vous passez en Israël. Est-ce que vous passez beaucoup de temps, vous passez pas longtemps? Israël, la date qui est inscrite sur la Teudat Olé, c'est la date à partir de laquelle vous êtes israélien. Donc, si vous êtes reparti en France, mais que vous êtes après revenu en 2020, Israël va vous dire, écoutez, vous avez déjà passé 6 ans en Israël, donc vos 10 ans d'exonération, parce que là, on va parler vraiment que de l'avantage des 10 ans. Les autres avantages, comme j'ai parlé de la taxe d'acquisition, etc., ça, c'est les 7 premières années. Ça, c'est pour la taxe d'acquisition israélien. Mais les 10 ans d'exonération pour un Olé Hadash, ils ont déjà commencé lorsqu'il a eu cette Teudat Olé. Mais il n'est pas vraiment venu en 2014, il est vraiment venu en 2020. Mais Israël va vous dire, écoutez, c'est pas mon problème. Moi, vous avez fait votre Aliyah. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu as fait ta Aliyah. Peut-être que tu as fait ta Aliyah en 2014 pour cacher un compte en banque parce qu'il y avait des échanges d'informations en 2014. Il y avait la FATCA qui est sortie en 2014, des échanges avec les Américains. Donc, peut-être la raison pour laquelle tu as fait ta Aliyah, c'était le problème d'échange d'informations, mais qu'en fait, tu voulais juste obtenir une Teudat Olé. Et donc, pour te, entre guillemets, punir de ça, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait une Teudat Zeut en Israël et qu'on veut faire la Aliyah, on est censé vouloir résider dans le pays. On ne peut pas seulement obtenir une Teudat Zeut parce qu'on est juif et donc on a le droit selon le Chok HaShvut, c'est la loi du retour. Dans la loi du retour, Israël peut vous refuser une citoyenneté si vous leur dites que vous ne voulez pas habiter en Israël. Donc, ils vont vous dire, quand vous êtes venu en 2014, vous nous avez bien dit que vous voulez faire votre Aliyah, mais le fait que vous soyez reparti après, c'est plus mon problème. Donc, vous avez déjà perdu 6 ans sur les 10 ans d'exonération. Donc, même si vous venez en 2020 ou en 2022, et dans certains cas que j'ai vu là, en 2024, les personnes arrivent en Israël et ne bénéficient pas de cette loi d'exonération, puisqu'ils ont eu obtenu une Teudat Olé en 2014. Et Israël va vous dire, écoutez, depuis 2014, le compte à rebours a commencé, on est en 2024, les 10 ans sont terminés, et donc dans ce cas-là, vous avez fini vos 10 ans d'exonération. C'est justement la Shnat Istaglout, elle nous aide dans 2 cas de figure. Elle nous aide pour les Olim Hadashim. Quand je dis Olé Hadash,
tout ce qui s'applique au Olé Hadash d'un point de vue fiscal, Catherine, c'est pour vous, s'applique également aux Toshav Choser Vatik, aux anciens résidents de retour. Maintenant, il faut bien différencier parce que le Misrad Aliyah, il ne différencie pas entre le Toshav Choser et le Toshav Choser Vatik. Il y a une grande différence parce que le Toshav Choser Vatik, c'est un ancien résident, mais quand on dit ancien, c'est un peu vétéran, Vatik, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vraiment, ça fait plus de 10 ans qu'il n'était pas en Israël. 10 années consécutives. Hein. C'est important de préciser que cette personne s'est absentée d'Israël pendant 10 années consécutives. Donc ce Toshav Choser, il bénéficie exactement des mêmes lois fiscales que le Olé Hadash. Par contre, le Toshav Choser, c'est une personne qui s'est absentée plus de 5 ans d'Israël, mais qui n'a pas fait 10 ans en dehors du territoire. Lui, il ne bénéficie pas des 10 ans d'exonération. Il ne bénéficie pas exactement des mêmes lois que le Olé Hadash. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont concernées par le Toshav Choser, mais j'en parle quand même parce qu'on est obligé d'en parler. J'en parle une minute. Le Toshav Choser, c'est-à-dire une personne qui n'était pas 10 ans en dehors du territoire, lui, ça peut être très avantageux la Shnat Istaglut. Pourquoi? Parce que disons qu'il a fait 4 ans dehors, 6 ans en dehors du territoire et qui vient en Israël et qui ne sait pas s'il veut venir ou s'il ne veut pas venir. Donc, il fait cette Shnat Istaglut, c'est-à-dire c'est une procédure qu'on fait auprès des impôts, qu'on gèle nos droits, qu'on est encore considéré comme résident étranger, bien qu'on a fait la Aliyah, et qu'on a 1 an pour décider est-ce qu'on veut après rester en Israël ou repartir en France. Mais dans le cas où ce Toshav Choser repart en France, mais revient 3 ans après, ça va faire 6 ans, plus 1 an, plus 3 ans. Donc, ça va lui faire 10 ans d'exil du territoire. Donc là, il pourrait être considéré comme Toshav Choser Vatik. Alors que s'il n'avait pas fait cette Shnat Istaglut et qu'il avait fait son Aliyah comme n'importe quel Olé, Israël aurait dit, OK, tu t'es absenté que 6 ans du territoire. 6 années, ça ne suffit pas pour être Toshav Choser Vatik et donc tu perds tes droits. Donc, on va fermer la parenthèse du Toshav Choser, ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Donc, pour le Toshav Choser, je répète, ça peut être super avantageux parce que ça pourra continuer son décompte des 10 ans, même s'il repart à l'étranger. Maintenant, pour le Olé Hadash. Olé Hadash et également le Toshav Choser Vatik. Le Olé Hadash, lorsqu'il vient en Israël et qui ne sait pas exactement comment ça va se passer, etc. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure et personne ne sait de quoi il fait le lendemain. Donc, il fait une procédure dans les 90 jours qui suivent son Aliyah. Donc, seulement dans vraiment certains cas, Israël accepte de pouvoir faire cette procédure même après les 90 jours. Mais on va parler vraiment selon la loi, ce qui est écrit. Eux, ils nous disent 90 jours qui suivent la Aliyah. On fait une procédure auprès des impôts. On leur dit, voilà, j'ai fait mon Aliyah, mais je veux geler mes droits. Je ne sais pas si à la fin de l'année, je voudrais rester en Israël ou non. Donc, Israël dit, il n'y a pas de problème. Tu fais ton Aliyah. Par rapport à Israël, tu n'es pas considéré comme un résident israélien. C'est-à-dire, nous, ce n'est pas notre problème, tu ne nous dois rien, tu n'as pas de compte à rente, il n'y a pas de 10 ans qui ont commencé. Tu as juste une Théouda Tolé qui a fait preuve comme quoi tu as fait ta Aliyah. Mais par rapport aux droits et aux avantages d'un Olé Hadash, tu ne rentres pas dans le décompte des 10 ans. À la fin de l'année, il y a 2 cas de figure. Soit ce Olé Hadash décide de rester en Israël. Donc, s'il reste en Israël, il est venu en 2024. Il est venu le 1er août 2024. On voit qu'à la fin de l'année, il est resté en Israël après 1 an. Et il dit à Israël, je veux continuer à rester en Israël. Donc là, automatiquement, le décompte des 10 ans aura commencé rétroactivement au moment de sa Aliyah. Donc le 1er août 2024, ça sera considéré comme sa date d'Aliyah. Cette année d'adaptation qu'il a fait, ça sera une année qui a déjà été comptabilisée dans les 10 ans. Donc il lui restera à partir de l'année prochaine, 9 ans, puisqu'il a déjà fait 1 an. Donc la première année qu'il a fait, elle sera comptée, bien entendu, comme une année sur les 10 ans. Par contre, s'il décide de repartir en dehors d'Israël, eh ben, cette personne pourra très bien dire à Israël, écoute, j'ai essayé, pour l'instant, je ne vais pas le faire tout de suite, la LIA, peut-être que je reviendrai dans 1 an ou dans 2 ans. Israël dit, il n'y a aucun problème, on te gèle tes droits. Et là, ce qui est super, c'est que quand il revient après, 2 ans après, il pourra reprendre le compte à rebours à 0 et rebénéficier de ces 10 ans d'exonération. Donc, parce que dans un autre cas de figure, si jamais il n'avait pas fait cette Shnat Istaglut et qu'il était parti en France, ne serait-ce qu'1 an, ne serait-ce que 2 ans, et qu'il revient après en Israël, c'est unique. Il n'a plus de droit. Il n'a plus aucun droit des 10 ans. Il devient comme tout Israélien. Maintenant, je donne un cas très simple, un retraité.
qui, on sait, les 10 premières années d'Alia, il est exonéré d'impôts et de déclaration d'impôts sur ce qu'il a généré en dehors du territoire israélien. La retraite, c'est considéré quelque chose qui est généré en dehors du territoire. Donc pendant 10 ans, il ne paye pas d'impôts, ni en France, ni en Israël. Maintenant, dans le cas où il n'a pas fait la Shnat Istaglut, donc il n'a pas fait cette procédure d'année d'adaptation, et qu'il est reparti en France 1 an ou 2, et qu'après, il est revenu, là, par rapport à Israël, si Israël considère qu'il a quitté le territoire israélien, eh ben, il y a eu pas mal de jurisprudence là-dessus. Je l'ai même, dans certaines vidéos que j'ai fait, j'ai même cité la jurisprudence. Israël peut lui dire, écoute, toi, en fait, tu es comme une personne qui a quitté le territoire et qui revient. Mais tu es revenu après 2 ans. 2 ans, tu n'es même pas Toshav Roservatik. De revenir après 2 ans, tu bénéficies pas des droits des 10 ans d'Aliyah comme tout Olé Hadash. Donc, tu deviens comme tout Israélien qui va devoir commencer à déclarer. Mais pas seulement déclarer, même payer des impôts. Il devra même payer des impôts, étant donné qu'il n'a pas les 10 ans d'exonération. Donc, c'est vraiment très important. Pour les personnes qui viennent et qui se jettent un peu en Israël, qui se disent, bon, on va tenter, on va venir, on va essayer, ces personnes-là, je recommande vivement de faire cette année d'adaptation. C'est une année, il ne paie rien à le faire, parce que dans tous les cas, l'année d'après, elle sera déjà considérée comme sa 9e année d'Alia. Rétroactivement, la première année aurait été considérée une année d'Alia. Donc, il n'a rien à perdre à faire, mais au moins, ça le tranquillise par rapport, parce qu'il y a pas mal de personnes qui partent 2 ans et qui reviennent après. Moi, je l'ai vu personnellement, je suppose que Rachel, toi aussi, tu as vu pas mal de cas comme ça, que des personnes qui partent et en fin de compte, ils n'ont pas réussi vraiment exactement à trouver à s'installer. Après, il y a un de leurs enfants qui part en Israël et là, ils reviennent, ils ont déjà un peu leur marque et après, ils viennent complètement s'installer en Israël. Donc, ce qui est important, c'est de voir la date. Après, je vais vous dire quand même pour les personnes qui ont dépassé les 90 jours, quoi faire. Mais selon la loi, l'année d'adaptation, on vient en Israël, on a une date d'Alia, on a 90 jours, pendant 90 jours pour faire cette procédure. C'est une procédure qui est simple. Si vous n'avez pas, on peut très bien la faire, on s'en occupe au cabinet, mais sinon, vous pouvez essayer de rentrer sur le site des impôts, essayer de la faire. C'est pas très compliqué. C'est une procédure qui s'appelle Bakashat Shnat Istaglut, donc demande d'année d'adaptation. Et ça vous permettra que quoi qu'il se passe, même si vous repartez. Maintenant, il y a des personnes qui vont vous dire, si vous parlez de ça avec des gens, et il y a beaucoup de sons de cloche lorsqu'on parle de fiscalité en Israël, mais à la fin, il y a des lois. Il y a des personnes qui vont vous dire, mais attends, moi je suis venu en Israël, j'ai fait mon alia. Israël, dans tous les cas, ne regarde pas est-ce que je pars, est-ce que je repars pas. Maximum, je suis reparti en France et je suis revenu après. Au pire, j'aurais perdu 1 an d'alia, mais c'est pas grave. Mais c'est pas ça. Israël peut arrêter la loi des 10 ans si la personne est repartie. C'est ça le chidouche, entre guillemets, c'est la nouveauté dans ce que je dis. C'est que même si la personne a fait son alia et qu'il est parti sans rien dire à Israël et qu'il n'a pas fait Shinat Istaglut, mais qu'il revient 2 ans après, il a écrit noir sur blanc sur une jurisprudence qui est sortie il n'y a pas très longtemps en plus, Israël peut geler ses droits d'alia et donc geler, pas geler, stopper ses 10 ans d'exonération. Et donc, il se retrouvera dans un cas de figure où il aura tout perdu, tout simplement en sachant que s'il avait fait cette procédure de demande d'adaptation, il n'aurait pas eu de problème. Est-ce que déjà il y a des questions là-dessus? Parce qu'après, je vais passer là à un sujet. Donc, s'il n'y a pas de questions là-dessus, j'enchaîne. OK. Donc, la statistique, je vous ai dit, on regarde les 90 jours. Maintenant, il y a des personnes qui ont déjà eu leur Teudat Zéhout ou qui ont eu leur Teudat Olé. Juste pour revenir, excusez-moi, juste, j'ai oublié quelque chose. Il faut comprendre que quand même, pendant la première année de Shnat Istaglut, aux yeux des impôts israéliens, vous êtes considéré comme résident étranger. Je vais répondre à Samuel tout de suite, mais aux yeux des impôts israéliens, vous êtes considéré comme résident étranger. Donc, ne leur demandez pas un certificat de résidence fiscale dès que vous arrivez, une fois que vous avez fait la Shnat Istaglut, ils ne vont pas vous le donner parce qu'on a besoin de savoir vraiment 1 an après, est-ce que vous allez rester ou pas rester. Donc, par rapport à l'administration fiscale israélienne, vous êtes Toshav Chutz. Maintenant, ce qui est fou, c'est que même si en France, vous vous êtes déconnecté fiscalement de France, et qu'en Israël, vous ne vous êtes pas connecté puisque vous êtes dans l'année d'adaptation, donc vous n'êtes pas considéré comme résident fiscal israélien. Donc on se retrouve dans un cas de figure où on est résident fiscal ni de France et ni d'Israël, alors qu'aujourd'hui, selon les lois, ça n'existe pas d'être résident fiscal d'aucun pays. On est obligé de rendre des comptes à un pays. Mais cette année de Bakashat Istaglut, cette année d'adaptation, nous permet de bénéficier d'être considéré comme résident étranger d'un pays où on est résident. Parce que
la résidence, je le rappelle, la résidence, c'est soit 183 jours par an, soit 425 jours sur 3 ans, soit le centre de vie en Israël. Donc, le Olé Hadash qui vient et qui fait l'année d'adaptation, normalement, il répond aux critères de résidence fiscale, puisque le centre de vie est là, ces 183 jours sont là, donc normalement, il répond. Mais Israël vous dit, ne t'inquiète pas, moi, je ne regarde pas le fait que tu aies répondu positivement aux critères de résidence fiscale que j'ai instaurés, mais je te laisse quand même décider. Donc, même si tu n'es pas résident fiscal, il n'y a aucun problème. Donc, si on rentre en France, on paye où les impôts? Dans tous les cas, on paye les impôts à l'administration fiscale à laquelle on doit rendre des comptes et dans laquelle on est résident. Maintenant, il faut comprendre que beaucoup de personnes habitent en Israël et sont toujours résidents fiscaux français qui ne sont pas déconnectés. Donc, ce cas de figure, c'est problématique parce que dans tous les cas, ils doivent continuer à déclarer à la France et ils déclarent également en Israël, étant donné qu'ils sont résidents fiscaux israéliens. Maintenant, si la personne est rentrée en France, eh ben, l'administration fiscale française va vous demander de rendre des comptes puisque vous allez être résident fiscal du pays qui est la France. On paye des impôts à la fin, à part l'immobilier, où on paye des impôts, on rend des comptes seulement au pays dans lequel on est résident fiscal. Donc Samuel, si quelqu'un repart en France, eh ben, il devra payer des impôts en France. Maintenant, si jamais la personne habite en Israël et qu'il a toujours de l'immobilier en France, l'immobilier est dans tous les cas à déclarer dans le pays où il se trouve, même si on n'est pas résident fiscal de France. Donc, quoi qu'il se passe, vous devrez faire vos déclarations sur votre immobilier en France, mais à part ça, tout le reste, on rend des comptes à Israël. Donc, je vous réponds, donc je répète, 90 jours, on fait l'adaptation, on est très bien. Après un an, on décide est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on repart. Maintenant, il y a des personnes qui vont me dire moi, je ne savais pas cette histoire de 90 jours. J'ai fait mon Elia, j'ai fait ma Teudat Zéhout avant ça, mais je ne suis pas concrètement venu. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, pour ces personnes qui ont fait toute cette procédure d'Alia, mais qui n'ont pas fait de Shnat Istaglout et qui sont repartis en France, eh ben, ces personnes-là pourront décaler dans certains cas, la date d'Alia. Ça veut dire quoi décaler la date d'Alia? C'est, on va dire aux Israéliens, ou à l'administration fiscale israélienne, cette personne est venue, mais n'est pas concrètement venue, il a dû repartir en France. Maintenant, pour décaler la date d'Alia et donc continuer à bénéficier des 10 ans d'exonération, ça, c'est la seule solution pour les personnes qui n'ont pas fait la Shnat Istaglout, donc qui n'ont pas fait cette procédure, et qui retournent en France, mais qui reviennent après en Israël, et qui ne veulent pas perdre toutes ces années-là des 10 ans qu'ils n'ont pas utilisées. Donc, pour pouvoir les utiliser de façon optimale et de recommencer le compte à rebours des 10 ans d'exonération, la seule solution qu'ils ont, c'est de demander à l'administration fiscale un décalage. Maintenant, le décalage, il se fait sous plusieurs formes. Soit par une forme qui s'appelle le Mastoul Yarok, c'est le circuit vert, soit par une forme qui s'appelle une sorte de pré-ruling, c'est une demande spécifique aux impôts, soit le Mastoul Adom, c'est le circuit rouge. Donc, c'est un peu le sujet quand même d'aujourd'hui parce il n'y a pas tout le monde qui a fait cette procédure dans les 90 jours et pas mal de personnes ont fait la Teudat Olé. Donc, on doit quand même expliquer en quelques mots c'est quoi cette procédure. La procédure de décalage, c'est on détermine, on dit voilà, en fait, ma vraie date d'Alia, c'était le 1er janvier 2024 et non le 1er janvier 2014. Donc, je veux décaler et bénéficier jusqu'à 2034 et non jusqu'à 2024. Donc, pour ça, Israël va vous dire il faut vérifier déjà que vous n'avez pas passé plus de 90 jours par an en Israël entre la date qui est inscrite sur la Teudat Olé et la date à laquelle vous voulez décaler. Là, c'est contraire à notre logique qu'on a à chaque fois de résidence fiscale des 183 jours à passer. Là, au contraire, Israël va vous dire, si vous me dites que vous n'êtes pas vraiment israélien et que vous n'êtes pas concrètement venu, déjà montre-moi avec la liste des entrées et sorties du territoire, est-ce que tu as passé plus de 90 jours par an en Israël ou non? Si tu as passé plus de 90 jours par an en Israël, ça peut être problématique parce qu'en fait, si ça se trouve, tu étais quand même résident israélien. Maintenant, si la personne n'a pas passé 90 jours en Israël, Israël va vous demander d'expliquer aussi la raison pour laquelle vous avez fait votre Teudat Olé, mais qu'en fait, vous êtes reparti habiter en France et que là, vous voulez reprendre à zéro le compte à rebours des 10 ans d'Alia. Donc, il faut leur expliquer. Des fois, il y a souvent des soucis de santé où la personne n'a pas vraiment pu fermer sa société en France, etc., etc. Mais Israël, ce qu'il faut éviter, c'est qu'à partir du moment où il voit qu'il y a eu une installation en Israël et qu'il y a eu
un établissement fixe, une Beit Keva en Israël, là, Israël peut vous dire non, moi, j'accepte pas de te décaler les 10 ans. Tes 10 ans ont commencé en 2014, c'est plus mon problème. Même si tu n'as pas habité ici, tu les as perdus les 10 ans, parce que pour moi, tu avais quand même une sorte d'installation en Israël. Donc, dans ce cas de figure, la Shnat Istaglut, l'année d'adaptation, elle est super importante parce que le décalage, c'est pour qui le décalage des 10 ans? C'est pour les personnes qui ne sont pas concrètement venues, c'est-à-dire que leur réelle installation ne correspond pas à la date inscrite sur la Teudat Olé. Donc, pour ce genre de personnes, ce type de personnes, c'est super important parce que quand ils vont revenir en 2024, et s'ils n'ont pas fait la Shnat Istaglut, les 10 ans sont terminés. Parce que ce qui est important aussi, c'est que quand je vous ai dit, il ne faut pas passer 90 jours en Israël, c'est que si l'année, une personne, elle a pas passé 90 jours, ni 2015, ni 2016, 2017, 2018, elle a été complètement en France. Mais que 2014, juste son année d'arrivée, elle a passé 100 jours. Mais qu'après, elle n'est pas passée. Israël va vous dire, écoute, la première année déjà, tu as passé plus de 90 jours, donc tu ne peux plus me décaler. On peut décaler seulement à partir de la date de l'année où tu as commencé à arriver en Israël. Ils appellent ça en hébreu la Shnat Nechita, c'est une année d'atterrissage à partir de cette année-là. Mais si la personne, la première année déjà, elle a passé 100 jours, donc cette personne était considérée aux yeux du fisc israélien comme un résident fiscal israélien. Donc cette personne ne peut plus décaler parce qu'il a déjà utilisé sa résidence en 2014. Donc c'est pour ça que c'est super important la Shnat Istaglut. Vous n'avez rien à perdre de le faire. Vraiment, c'est quelque chose que je recommande tout le temps. Mais c'est super important parce que la Shnat Istaglut, justement, c'est une année où on veut essayer de venir en Israël. On appelle ça Istaglut. L'Istagel en hébreu, ça veut dire s'adapter. Donc c'est une année d'adaptation. Mais l'année d'adaptation, on ne va pas passer 20 jours. On va essayer quand même d'être ici, de passer, on va essayer de tirer au maximum sur la corde, on va essayer de passer 100 jours, 110 jours, 120 jours. Mais cette année d'adaptation, dans le cas où on repart en France et qu'on n'a pas fait la procédure, elle nous tue nos 10 ans. Quoi. Ça veut dire, en fait, nos 10 ans sont cuits à cause de ça. Parce que même le décalage, lorsque vous allez vouloir revenir en Israël, ne va pas être accepté par la procédure de Vassoul Yarok, c'est le circuit vert. Dans certains cas, mais vraiment dans certains cas, on peut demander un pré-ruling, mais c'est une procédure qui coûte beaucoup d'argent. C'est une demande spécifique, bien qu'on n'a pas répondu conforme à la loi, etc., etc., on demande quand même que l'administration fiscale israélienne considère que notre date d'arrivée, c'est pas vraiment ça, mais ça, parce qu'il y a eu pas mal de raisons. Il y a eu un malade dans la famille, il y a eu ça, 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 ça. Dans certains cas, on peut demander, mais il faut vraiment que ça vaille le coup pour la personne, parce que des fois, d'un côté, on gagne d'avoir encore 10 ans d'exonération, mais si la procédure va vous coûter plus cher que ça, à la fin, ça ne vaut pas le coup. Donc, c'est vraiment quelque chose à vérifier. Mais, donc, dans l'ordre, c'est quoi? C'est l'Ashnatis Taglut, l'année d'adaptation. Le décalage, si on ne l'a pas fait, mais il faut bien vérifier qu'on n'a pas passé 90 jours par an en Israël. Et dans les cas qui sont un peu plus extrêmes, euh, c'est le ruling. Maintenant, une fois que vous avez fait votre Shnat Istaglut, donc vous avez fait votre année d'adaptation, mais vous comptez rester en Israël. Mais que les années d'après, on ne peut pas faire la Shnat Istaglut chaque année. C'est une seule fois qu'on peut faire cette année d'adaptation. Donc, à partir du moment où on a utilisé notre carte de Shnat Istaglut, donc d'année d'adaptation, et que vous allez me dire dans 2 ans, je suis parti quand même 1 an en France pour quelle que soit la raison, et après je suis revenu. Là, dans ce genre de situation, on recommande qu'une fois qu'on s'est installé en Israël et qu'on a eu notre résidence fiscale israélienne, de bien conforter notre résidence fiscale par un certificat de résidence fiscale chaque année. Même si vous ne sert à rien, mais ça confortera votre résidence fiscale pour ne pas qu'on puisse être amené à dire qu'en fait, non, cette personne, l'année ou les 2 ans qu'il est reparti en France pour s'occuper de son papa qui était malade et qu'il n'a pas besoin de travailler parce qu'il a des revenus passifs, il ne faut pas considérer que ces 2 années-là qu'il a passées, il n'était pas israélien. Et le certificat de résidence fiscale, si on peut prouver qu'en fait le centre de vie de la personne était en Israël, bien qu'il a dû se déplacer pour des raisons de santé, des raisons maladives, etc., etc., on peut quand même obtenir ce certificat de résidence parce qu'en fait, le centre de vie de la personne était en Israël. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un joueur de poker israélien qui passait 30 jours en Israël, 30 jours seulement par an, et que l'administration fiscale l'a considéré comme résident fiscal israélien. Maintenant, comment en passant, il a passé un peu plus que 30 jours, comment en passant 30 jours? Parce qu'Israël disait, écoute, tous tes déplacements en dehors d'Israël, c'était pour des tournois, mais à la fin, ton argent, tu le rapatries en Israël. À la fin, ta maison, elle était là. À la fin, ton pays dans lequel tu voulais vivre, c'était Israël. Donc, bien que tu n'as pas passé
On parle même pas de 183 jours. Je vous dis, il a passé à peu près un mois et demi en Israël. Donc, même si tu as passé que 30 jours, eh ben, tu seras imposé en Israël, étant donné que tu as été considéré comme résident fiscal israélien, puisque ton centre de vie est en Israël. Donc, même dans ce cas-là, pour les personnes qui ont eu leur Shnat Galout, qui ont fait une année, mais qui savent qu'ils vont devoir partir en dehors d'Israël une période pour ne pas perdre les 10 ans, parce qu'à n'importe quel moment, on peut perdre les 10 ans. Si Israël considère que vous vous êtes déconnecté d'Israël, donc vous serez plus considéré comme résident israélien, et quand vous allez revenir en Israël, ça va être comme un Toshav Roser, qui ne bénéficie pas des 10 ans d'exonération, puisque vous n'êtes pas parti 10 ans d'Israël. Donc c'est pour ça que dans ce cas de figure, c'est important de certifier vos années en Israël par des certificats de résidence fiscaux. Un certificat de résidence fiscale, c'est soit par le nombre de jours, soit par le centre de vie. C'est quelque chose qu'on peut obtenir et qui peut nous aider. Maintenant, je crois qu'il y a une question. Il y a Quelqu'un une a levé la question main. pertinente de Catherine. Elle demande comme ça, donc dans le cas où tu es aussi déconnecté de la France, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette année-là? Bah, c'est une année blanche, puisque en Israël, on n'a rien besoin de déclarer. En France, on n'a rien besoin de déclarer. Et en France, on est considéré comme résident étranger, donc ils ne vont pas vous imposer. Donc oui, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un peu le chidouche de cette histoire, c'est on peut être résident fiscal d'aucun pays, alors qu'on est en fait concrètement résident fiscal, puisque la résidence fiscale aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et me disent, écoute, moi j'ai envie d'être résident fiscal. Il n'y a pas j'ai envie d'être résident fiscal d'un pays. La résidence fiscale, elle se fait en fonction de la situation de la personne, en fonction de son centre de vie, en fonction du nombre de jours qu'il passe dans le territoire. Donc, la résidence fiscale, lorsque la personne est venue en Israël, il est résident fiscal israélien. Mais quand il fait sa Shnat Istaklout, il est Toshav Chutz, résident étranger. Donc, pour répondre à Catherine, c'est une très bonne question. Il n'est résident fiscal ni ici ni là-bas. Je crois qu'il y a Olivier qui a levé la main ou c'est une question, non? C'est Olivier Oui, Garçon, oui. oui, bonjour Nathanaël, merci beaucoup pour les explications. Juste une question, vous avez parlé de la différence entre le Toshav Roser et le Toshav Roser Vatik. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence et aussi la différence par rapport aux exonérations des 10 ans? Il n'y a pas les 10 ans dans le Toshav Roser. D'accord. Il y a seulement sur les intérêts de Picadon, de dépôt à la banque. Mais à part ça, le Toshav Roser, il n'a, en deux mots, il n'a pas vraiment beaucoup d'avantages. Il a que sur des intérêts sur des placements, sur des Picadon, mais il n'a pas d'exonération de déclaration, il n'a pas d'exonération d'imposition sur les revenus générés en dehors du territoire. Et Parce que c'est le quoi Toshav, exactement? pardon? La définition du Toshav Roser, c'est quoi exactement? C'est un résident de retour. Maintenant, le Toshav Roservatik, c'est Ah, un résident. un ancien résident de retour. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'il a quitté Israël. D'accord. Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'on donne ces avantages, parce que c'est vraiment une personne qui n'a pas fait. Parce que sinon, ça aurait été trop facile. Vous savez, moi, je connais personnellement des personnes qui ont gagné énormément d'argent en Israël, des Israéliens qui sont partis habiter à Chypre ou où que ce soit, mais ils ont vraiment habité 10 ans, parce que pour eux, ça valait le coup de ne pas être résident israélien et de bénéficier après, dans 10 ans, de 10 ans d'exonération. Donc, Mhm. mais on sait que c'est quelque chose qui n'est pas commode à faire parce que c'est compliqué de partir d'un pays 10 ans et de revenir après. Tandis que Toshav Roser, un Toshav Roser, en plus, un Toshav Roser, selon la loi, pour bénéficier en plus des avantages, de certains avantages qu'il a, c'est plus de 5 ans. Mais normalement, une personne qui est partie 2 ans, il va peut-être être considéré Toshav Roser au ministère de l'ALIA, mais aux impôts, il est rien. Il est rien parce que ça aurait été trop facile. Chaque personne qui aura gagné de l'argent aurait quitté Israël un an, revient après un an, et il va dire voilà, je suis Toshav Roser, je bénéficie. Donc, même pour certains avantages sur des intérêts, sur des placements, etc., ça, il faut passer plus de 5 ans dehors du territoire. Mais là, pour le Toshav Roser, la Shnat Istaglout, en fait, si vraiment elle doit être favorable pour une personne, c'est pour le Toshav Roser. Parce que le Toshav Roser, comme il attend d'avoir 10 ans et qu'il n'a passé que 6 ans, et il vient en Israël un an, mais il ne sait pas s'il vient pas. Mais après, il part et qu'il revient 3 ans après, là, ça ne va pas être seulement 3 ans. Ça va être 6 ans plus un an plus 3 ans. Donc, son décompte des 10 ans, Ouais. ils vont être comptabilisés. Mais le Toshav Roser, on va dire qu'il ne gagne pas grand-chose. C'est pour ça qu'on n'en parle pas trop, parce qu'il n'a pas les avantages du Oleh Hadash, il n'a pas les avantages. Il a quasiment Ok. rien. Donc, Et c'est quelqu'un très. qui a longtemps a fait une démarche pour devenir israélien, mais qui finalement n'a jamais été habité là-bas, disons il y a une douzaine d'années, il est considéré comme un Olé Mais Hadash ou... où il en est dans la démarche? Ça veut dire quoi la démarche? Est-ce qu'il a obtenu une Teudat Tolé? Bah, en fait, c'était ma situation. J'avais 25 ans, je partais en vacances en Israël. Mes parents avaient peur parce que mon père, il était israélien. Et voilà, moi, j'ai jamais habité en Israël. Et il avait peur que quand je pars en vacances, qu'ils me prennent à l'armée ou un truc comme ça. Alors ils se sont dit, bon, on va aller à l'ambassade.
Euh, du coup, ils m'ont fait israélien et puis ils ont retiré ma nationalité et un truc du style, quoi. Mais c'était il y a 12 ans. Ils vous ont fait israélien? C'est ça, voilà, ils m'ont donné le passeport et ensuite ils me l'ont retiré parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais parce Et que, c'était il y a combien de voilà, temps? c'était en 2012. En 2012. Bah, dans tous les cas, par rapport à ça, on est après 10 ans, quoi. De ça, j'ai jamais habité là-bas en plus, donc, Donc, vous serez considéré Toshav Roservatik. Vatic. Ok, c'est ça. Vous Parfait. serez considéré Toshav Roser parce que vous avez compris qu'en fait, ce qui est fou, c'est que Israël considère qu'une personne qui est venue en Israël, même s'il n'est pas été résident, pour eux, le fait d'être venu en Israël, ça voulait dire que tu voulais être résident. Le Olé Hadash, Mm. normalement, un Olé Hadash, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, mais un Olé Hadash dans la loi, c'est un Toshav Israël la Rishona. C'est un résident israélien pour la première fois. Donc pour eux, le fait d'avoir fait cette procédure de Olé Hadash, ça voulait dire qu'en fait, c'était une procédure de résident. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, est-ce que tu es résident ou non, je vais juste voir le fait que tu as été israélien et qu'on revient 10 ans après, eh ben, tu seras considéré Toshav Roser, bien que la personne n'était même pas Ouais. résidence, comme dans votre cas à vous. Oui, en fait, on m'a retiré ma nationalité avant que j'aille en vacances là-bas. Donc, même quand j'étais sur le territoire, j'étais plus israélien, quoi. Et j'ai jamais habité là-bas. Enfin, c'est un peu bizarre, mais voilà. C'est mon Donc, histoire. mais on vous a retiré votre nationalité? Oui, enfin, on l'a retiré, on l'a créé, on l'a retiré dans la même journée, quoi. Ok, bon, ça doit être. Au pire, vous serez Toshav Roservati, au pire. C'est ça. Mais Ok. sinon, vous serez Oleh Hadash, apparemment, Parfait. euh, Ok. Super. normalement. Donc, ok. Merci. Donc, avec plaisir. Donc, euh, donc pour résumer, la Statistaglout, elle est très avantageuse. Elle vous permettra de continuer à garder vos 10 ans d'exonération. N'oubliez pas de la faire dans les 90 jours. Si vous ne savez pas la faire, vous pouvez nous contacter avec plaisir, on s'en occupe au cabinet. Si jamais les années d'après, vous ne savez pas est-ce que vous allez rester en Israël ou vous n'allez pas rester, certifiez votre résidence avec des certificats de résidence fiscaux chaque année. C'est très important également. Et pour les personnes qui ont raté le délai des 90 jours, mais qui ont dû repartir en France et qui sont venus après, demandez déjà vos entrées et sorties pour vérifier est-ce qu'il y a un décalage qui peut être possible ou non. Mais si une personne, je vous dis tout de suite, hein, si une personne a passé la première année d'Alia, et s'il a passé plus de 150 jours, il n'y a rien à faire pour les 10 ans, même si toutes les années d'après, il n'a pas passé un jour en Israël, l'administration fiscale israélienne s'en fiche. Pour eux, vous avez commencé en 2014 et c'est fini. Ça peut être avantageux de décaler seulement si, d'ailleurs, dans le cas des personnes qui sont venues par rapport au compte en banque, ces personnes-là ne sont pas concrètement venues, n'ont jamais habité, parce que c'est compliqué quand même d'habiter dans un pays 6 mois. C'est qu'on veut vraiment habiter dans ce pays, parce que sinon, on n'habite pas 6 mois dans un pays. Donc, pour ces personnes-là qui sont vraiment habitées, c'est problématique. Mais pour toutes les personnes qui n'ont pas vraiment habité en Israël, qui ont juste obtenu, même pas pendant le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu la Théodat Zout pour venir se déplacer en Israël plus facilement, pour aller voir leurs enfants qui sont en Israël. Les gens en avaient marre de se casser la tête avec les autorisations, donc ils demandaient une Théodat Zout. Mais ces personnes-là, en Covid, c'était en 2020. Aujourd'hui, on est en 2024 et ils veulent venir l'année prochaine en Israël. Donc, eux, normalement, ils ont perdu 5 ans, ils ont perdu 5 ans sur les 10 ans d'exonération. Donc, dans ce cas de figure, on recommande de vérifier est-ce qu'un décalage est possible ou non, et en fonction de ça, on pourra savoir.